Du 7. Bonjour à tous et bienvenue dans un spin-off un peu spécial parce qu'on l'enregistre en direct du festival Sérimania, The Place to Be pour tous les amateuristes de séries en France et ailleurs. Alors ça change parce que d'habitude on enregistre dans un très joli studio à Montreuil, mais qui est plus petit qu'une salle d'attente chez le dentiste. Donc là forcément avec le public de Lille ça fait plaisir. D'ailleurs est-ce que le public de Lille est présent ? Ça va, il est là. Chic. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur de recevoir une artiste complète, chanteuse aux multiples disques d'or et de platine, actrice récompensée par un César, une femme engagée qui assume ses points de vue, n'en déplaise aux fâcheux. Camélia Jordana, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans Spin-off. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Alors, Camélia, quand je vous dis série, quelle est la première série qui vous vient à l'esprit et pourquoi ? Oh, Friends, parce que c'est celle que j'ai connue gamine, que je ne me lasse pas de voir et de revoir et de revoir. Et je trouve que c'est un peu la série doudou, quoi. Dès qu'il y a, c'est des formats courts, c'est 30 minutes, et puis on a juste envie d'être avec eux et de boire du chocolat chaud au café. Non ? Alors évidemment, là, je reçois par télépathie les questions des auditeurs qui disent « mais il faut lui demander quel team ? Team Ross, Team Rachel, Team Monica ?» Team Rachel. Mais direct, il y a quelqu'un ici qui n'est pas Team Rachel ? Ah non. Mais non, tout le monde est Team Pas Rachel. Team Monica, il n'y a pas quelqu'un qui est névrosé au dernier stade. Non, tout le monde Team Rachel. C'était quoi la réplique Bonjour. C'était quoi la réplique de Ross ? Non, potatoes. Non, mais par rapport à sa relation avec Rachel. We had a break. We had Oui. a break. We were on a break. Alors vous avez Sur grandi... Rachel. Oui, sur Rachel. Bien sûr. Vous avez grandi à Londres-les-Morts. À la Londe-les-Morts. À la Londe-les-Morts, donc dans le Var. Oui. Et est-ce qu'il y avait une série familiale à la maison ? Parce que je sais que chez moi, oui. c'était La Petite Maison dans la Prairie, et puis après, ouais. c'était la trilogie du samedi. Ouais. Mais chez Camélia Jordana, c'était quoi ? Alors, avec ma sœur, c'était la trilogie du samedi. Et un peu plus tôt, quand on était peut-être plus jeune, en famille, le soir, on regardait Ma famille d'abord. Vous vous rappelez de ça ? Oui, bien sûr. Avec Michael. Oui. C'était trop bien. Et donc ça va, il n'y avait pas de réticence que des fois quand je rencontre des artistes, ils me disent oui, moi à la maison en fait, ils nous permettaient pas de regarder des séries. Donc non, là tout le monde était plutôt détendu par rapport aux séries télé. Non, les séries, ça va. Nous, c'était plutôt le Loft, qu'on pouvait pas regarder, ce genre de truc. Même la Starac, parce que c'était perçu pour ma mère, je pense que la Starac et le Loft, c'était le même délire, donc pas par là. Et du coup, la Starac, j'avais pas le droit de regarder non plus. Mais non, c'était plus des trucs où on filmait des humains dans des émissions, quoi, qui refroidissaient... qui énervait la rigidité de cette éducation-là. Oui. Mais en tout cas, non, c'était non, les séries, c'était cool. Avec ma sœur, on regardait Dawson, on regardait ce genre de trucs. Non, ça allait. Et il y en avait une, bon, alors on a cité Friends, mais il y avait une série en particulier qui vous a fait vibrer sur plusieurs mois, plusieurs années ? Oh bah Charmed, moi j'étais folle amoureuse de Cole. Je vis des têtes, elles ont fait. En fait, on était toutes croques de Cole, quoi. Non, ils sont trop forts. Et toutes et tous d'ailleurs. Et j'étais mi-croque de Cole, mi-croque de Alyssa Milano d'ailleurs, parce qu'elle avait quand même bien la classe. Hein. Oui, ça nous fait un point commun. Ouais. Et donc plus Ouais. Charme que Buffy, par exemple. Ah ouais. Buffy, non. Mais Buffy, ça fait peur. Moi, je peux pas regarder les trucs. Enfin, quand t'es Buffy, gamine. ça fait peur. Alors, âme sensible s'abstenir, c'est moi. D'accord. Je peux pas regarder. Genre Buffy contre les vampires, gamine, ça me faisait peur. Mais c'était un peu sexy. Donc ça m'attirait. Mais ça faisait trop peur. Donc la peur l'emportait sur la sensualité. Donc j'étais là genre, ah non, je peux pas. Mais non, je te jure, tous les trucs qui font à peine un peu peur, je peux pas. Là, par exemple, même tout à l'heure, on m'a demandé de programmer, tu sais, pour le wagon, là. Oui. Et on m'avait dit à la base un truc qui fait peur. J'avais programmé, vu que je ne regarde pas de trucs qui font peur, j'ai pensé à un épisode que j'avais vu gamine qui m'a traumatisée. C'était les séries et Arnold. Tu te rappelles de ça ? Oui. Le type avec la tête en ballon de rugby et les Oui, petites oui. oreilles au bout, là.
qui était donc un Puis truc les cheveux d'animation. blonds en touffe de part et Ah. d'autre. Oui. Et son amoureuse avec sa robe rose trop méchante et son mono-sourcil et son appareil dentaire était trop cool avec une voix horrible, je l'adorais. Et ben lui, donc c'est quand même un truc d'animation qui part le matin, enfin qui passe le matin à la télé pour les gosses, donc vraiment sans danger. Et ben ils avaient fait une adaptation de la légende du cocher sans tête que vous connaissez peut-être, et ça m'avait traumatisée. Je te jure, moi, les trucs qui font peur, je peux pas. C'est trop. Mais ce qui est fou, c'est que quand je regarde votre parcours, vous avez eu des engagements, des discours qui logiquement auraient fait peur à je sais pas combien d'artistes et que vous avez complètement assumé. Et donc entendre que vous pouvez être effrayé par un épisode de Hey Arnold. Ouais, vu comme ça. Non, mais c'est vrai, moi, tous les trucs qui touchent. En fait, comme je suis plutôt spirituelle et du coup, je crois en les énergies, je crois en l'invisible, je crois en les vibrations, etc. Et bah, du coup, j'y crois, quoi. Donc, même si. Oui, tout ce qui est poltergeist, esprit frappeur, tout ça, non, pas les il y a rêves. mal donne. Mais j'ai même pas les rêves. Ouais. Non, vraiment. C'est-à-dire que le moindre film où il y a des histoires de croyances, d'esprit, de vision, de trucs. Pourtant, je veux dire, j'ai la chance d'être actrice, donc je connais, je sais comment ça se fait, un film. Je vois le scénario, je vois la table régie à côté, je vois, voilà. Mais j'y crois. Donc, j'ai super peur. Dans le Sud, on dirait très élégamment, je me cague. Voilà, je me cague dessus. Et vous êtes quel genre de spectatrice ? Est-ce que vous êtes de celle qui peut dévorer une saison en 2 soirées ou plutôt la raisonnée qui attend un épisode par semaine Pas du tout. Non, moi je dévore tout d'un coup, contre toute attente. Mais par exemple, très bizarre, Homeland, qui est une de mes séries préférées au monde, je n'ai toujours pas regardé le dernier épisode. Parce que je me dis qu'il y a un moment où j'aurais un peu oublié tout ce que j'ai vu et je pourrais tout reprendre du début et tout regarder. Ça n'a aucun sens. Vraiment, aucune logique dans. Donc c'est pour la faire durer plus longtemps en fait. Ouais, parce qu'en fait j'aime trop. C'est ça. Ouais, et je suis terrorisée à l'idée de pouvoir regarder le dernier épisode et que ça soit vraiment fini, quoi. Je peux pas quitter cette série, je peux pas. Et donc là, vous avez cité Homeland. Et c'est quel genre de série qui vous passionne en général ? Moi, c'est un personnage qui m'embarque. Breaking Bad, Mr. White, Atlanta, le personnage de Childish, Bien Basquiat, donc de Donald Glover, Bien Basquiat, donc le personnage de Myriam. Enfin voilà, c'est un personnage auquel je m'attache et que j'ai envie de suivre, je crois. Après, ça peut partir dans tous les sens, sauf les trucs flippants, vous l'aurez compris. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas trop de règles. Et à contrario, quel est le type de série qui vous plonge dans la consternation la plus... Il y en a j'ai un pote qui essaie de me faire voir un truc là, j'étais là, je souffre. Mais je vais pas dire ce que c'est parce que c'est pas sympa sinon, mais dites le genre comme ça. C'était non, mais parce qu'en plus j'adore le genre en question. Il peut y avoir des trucs super. C'était un truc de comédie romantique, un peu historique et tout machin. Mais j'ai le pouls qui baisse, quoi. C'est pas possible. Non, c'était long. Mais je sais pas, il y a pas trop de règles. Donc les trucs d'horreur, ça c'est sûr que non. Je me suis un peu forcée à regarder, par exemple, Epstein, j'ai regardé, mais P. Diddy, j'ai pas réussi. Donc ça m'intéresse, les séries documentaires, j'adore ça. Je trouve ça hyper important. Mais si c'est trop, je peux pas, quoi. Bon, bizarrement, Epstein, P. Diddy, enfin bon, voilà, ça se compare même pas tellement. Les deux sont chaud cacao, mais. Non, chaud cacao. Ah, oui. Je sais pas si c'est un terme homologué par la justice. C'est vrai. Oui. Ah, ils sont chaud cacao. Ah merde. Mais je suis un peu une vieille personne, on dirait pas comme ça, mais. Non, mais en même temps, moi je pense que maintenant ça pourrait. Moi je suis pour désormais on dise comme ça. Ouais, il est chaud cacao. Et comme ça tout le monde est. C'est chaud cacao, non ? Ça vous dites pas chaud cacao ? Là, ils sont hyper gentils. C'est le public de Lille. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont hyper gentils à Lille. Et est-ce qu'il y a une série culte dont tout le monde vous rabâche les oreilles, que vous, quand vous l'avez découvert, vous vous êtes dit ah ouais, mais moi ça me parle pas du tout. C'est-à-dire la série qu'il faut avoir vue, et quand on la voit, on dit ah, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je sais que par exemple, en ce qui me concerne, c'est Succession. C'est j'ai eu les frissons carrément. Je sais précisément pourquoi. Alors
C'est parce qu'en fait, comme on est déjà dans un système où les grandes familles fortunées nous pourrissent la vie, je n'ai pas envie de donner de mon temps libre à regarder la romantisation de ces familles qui tiennent des médias, qui sont milliardaires, pour se dire même s'ils sont très riches et même s'ils nous pourrissent la vie, vous avez vu, ils ont quand même des soucis. Non, profondément, il y a le prolétaire en moi qui dit non, je ne vais pas vous donner mon temps de divertissement. Je comprends, mais c'est vraiment une réflexion de quelqu'un qui n'a pas vu la série. Si, j'ai commencé à regarder, mais en fait... c'est pas romantisé, tout est dénoncé du début à la fin. Les personnages sont pas sexy, ils sont glauques, dégueux, et au contraire, on nous dit, mais regardez comment le monde dans lequel on vit est dirigé par cette poignée de tocards. Et en fait, c'est extrêmement bien écrit, mais c'est pour ça qu'on a envie de regarder, c'est pas parce qu'on les aime. Mais en fait, je suis plus sensible à par exemple, un monologue de Ted Lasso, qui va motiver quelqu'un et ça va m'amener les larmes aux yeux ou ce genre de choses. J'ai besoin d'optimisme dans ma vie. Je comprends. Non, franchement, je comprends. C'est l'une des raisons pour lesquelles je peux pas regarder les trucs d'horreur, c'est qu'on est déjà assez stressé comme ça dans la vie. Le monde est assez terrifiant, donc on préfère la poésie et l'onirisme, c'est certain. Je comprends. Alors moi, du coup, c'était quoi la question initiale? C'était est-ce qu'il y a une série, qui est pas pour moi. Comment ça s'appelle la série qui est en ce moment sur Netflix, je crois, sur la rencontre des Kennedy ou un truc dans le genre, c'est possible ça? Comment? Love Story, ça s'appelle? Love Story. Oui. Ok. Donc il y a quand même ça revient, c'est l'histoire d'amour. En fait, c'était celle-là dont je parlais tout à l'heure. D'accord, ok, c'est la même. Voilà. Non, la vérité, c'est que je mène une vie depuis plusieurs années qui ne me permet plus trop de regarder des séries. Et en tout cas, je n'y accorde plus autant de temps qu'à une certaine époque. Et donc, c'est très rare que je m'y mette. Et l'autre fois, par exemple, j'ai regardé Pluribus. Oui. J'étais hyper déçue. Il y a quelqu'un qui applaudit. Voilà. Alors, je sais pas, il applaudit parce qu'il est d'accord? Oui, il est d'accord, oui. Non, donc il a été déçu aussi. Après Breaking Bad, on peut pas faire ça. Bon, après, ceci dit, il faut que j'arrête de faire ça parce que le son passe d'une oreille à l'autre, vraiment, chaque fois. C'est assez étonnant. C'est ce casque. Non, mais par ailleurs, sérieusement, non, j'étais trop déçue. Après, le casting est super, tout le monde joue hyper bien et tout, mais scénaristiquement, et il y a des images de ouf en termes de réalisme, ils se sont vraiment fait kiffer, ça fait plaisir. Mais vraiment, scénaristiquement, je suis là, mais ça va pas bien, non? Et c'est quand même mon temps là. Là, je dis rien parce que moi j'ai adoré Pluribus. Voilà. Donc j'écoute. En fait, pour moi c'est. J'avais pas prévu de développer ça dans le podcast, mais en fait, pour moi, Pluribus c'est une des séries qui met le mieux en scène l'idée que je me fais du privilège blanc. Parce qu'en fait, on voit 12 personnes un peu partout sur la planète qui ont survécu à cette prise en main de ce virus alien. Et on voit qu'en fonction de la culture et de la couleur de peau, les gens ont chacun un agenda très différent. Mais sauf que le personnage de Rhea Seehorn, elle estime qu'elle veut préserver le statu quo et le rapport de force actuel. Et le fait qu'elle se promène, par exemple, aux États-Unis dans sa voiture de police, montre que même en faisant partie des survivants, elle se donne encore le rôle de gendarme du monde. Et elle dit, il faut qu'on revienne au schéma d'avant, alors qu'il y a plein d'autres cultures qui disent, non, en fait, nous, ça nous va, etc. Et je trouve que dans la manière d'aborder cette invasion, les différents points de vue, et je trouve que c'est assez intéressant la manière que ça a d'illustrer les différences de comportement. Alors j'entends, mais par ailleurs, le seul homme racisé des 12 survivants, c'est un gros vaniteux qui décide d'aller à Vegas et de vivre comme Elvis Presley. Non, parce qu'il y en a un autre. Qui fait quoi? En fait, il y en a un autre qui ne veut rien avoir à faire. Là, je spoil. Mais qui veut rien avoir à faire avec les aliens, avec ce virus alien. Et donc, en fait, lui, il ne veut absolument rien. Mais vous parlez de l'autre héros? Oui. Oui, non, mais moi je parle des autres survivants, peinards, qui sont là, ailleurs sur le globe, quoi. Oui, mais qu'il y en ait un qui se dise « Oh, mais moi, finalement, je vais profiter de tous les avantages que cette nouvelle situation peut m'apporter ».
ça, je trouve ça relativement bien vu parce qu'on sait qu'il y en aurait des comme ça. Mais voilà, c'est juste ça. Je trouve qu'il y a ce personnage principal qui est pour moi une anti-héroïne. Je la trouve assez intéressante, même dans ce qu'elle peut avoir d'exécrable aussi. C'est voilà. Bah en plus, c'est une bonne actrice, donc jouer quelqu'un d'exécrable, c'est quand même très satisfaisant. Elle Il faut dire que elle est géniale. Mais j'étais déjà complètement conquis par elle dans Better Call Saul. Bah donc, oui. Bah oui. Ceci explique peut-être cela. Mais ouais, non, j'avoue pas ma préf. Alors, on va revenir à votre carrière d'artiste, parce que vous avez commencé très très jeune. Donc, à quel moment, dans la famille, vous vous êtes dit, ok, c'est ça que je veux faire, et maintenant il va falloir l'expliquer à mes parents pour qu'ils l'acceptent? Oh bah, je pense qu'ils m'ont entraînée à la seconde une de mon arrivée au monde pour être celle que je suis aujourd'hui, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que personne, en tant que citoyenne, en tant que tout. C'est-à-dire que mes parents, eux, n'ont pas eu la chance d'avoir accès à autant d'activités extrascolaires, etc., que moi. Et justement, n'ayant pas eu droit à ça, ma sœur et moi, puis mon petit frère 10 ans plus tard, quand il est arrivé au monde, il y avait quand même une grosse injonction pour ma sœur et moi à profiter du privilège auquel on avait accès, à savoir de faire de la danse, du théâtre, de la musique, du sport et mille autres choses. Et donc, l'injonction ultime, mais non dite en plus, c'était induit le fait qu'on se devait d'être les meilleurs, en fait, dans ce qu'on faisait. Il fallait que... Parce que quand on y allait, c'était pas pour... Évidemment, je pense qu'il y avait l'intention que ça nous plaise et qu'on passe du bon temps, mais quand mes parents prenaient du temps tous les mercredis et tous les samedis et tous les soirs de la semaine, quand j'avais 14 ans, le lundi j'avais piano, le mardi j'avais théâtre, le mercredi j'avais danse et basket, le jeudi j'avais solfège, le vendredi j'avais repiano et le samedi j'avais les matchs de basket après l'école. D'accord, ok. Et du coup, génial, j'étais ravie. Mais je veux dire, c'est quand même de l'investissement du coup de la part des parents aussi. C'est de la logistique. C'est bon. Oui, c'est des licences. Voilà, mais enfin, je veux dire, du coup, c'est quand même. C'était induit qu'il fallait être la meilleure. En fait, c'était leur manière d'investir sur nous et de dire, mais en fait, tu crois qu'on fait ça juste pour ton bon plaisir ou enfin, on le fait. Il faut qu'il y ait un rendu derrière. Donc. Oui, fais tout ce qui te plaît, mais par contre, si ça te plaît, cartonne là-dedans. Ah bah oui. Oui, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Mais ça n'a jamais été dit comme ça. C'est juste, il y avait quand même cette idée que nous, on n'y a jamais eu droit. Donc toi, tu as le droit à tout ça. Donc tu as intérêt d'être bonne dans tout ce que tu fais, en fait. Parce que tu as le droit, donc c'est ton devoir d'être bonne dans chaque chose à laquelle tu t'essayes. Et donc, ma mère, quand j'avais 2 ans, elle a commencé le chant lyrique en amatrice. Elle m'emmenait à ses cours de chant. Ma sœur et moi, elle nous embarquait. Donc... c'était la musique a toujours fait partie de notre vie et donc quand j'ai annoncé à mes parents que je m'étais inscrite à la Nouvelle Star, je sais pas, étonnamment ils étaient un peu là genre ok. Et puis une semaine avant, ma mère m'a puni, je devais pas y aller, finalement mon père m'a emmenée. Et puis après, oh là là, on est passé très très proche d'un gros dossier là. Gros fail, ouais. Mais du coup, non, c'était. Pour moi, quand on grandit pas dans des grandes villes, en tout cas pas à Paris, c'est certain. Moi, là où j'ai grandi à la Londe-les-Morts, il n'y avait pas d'artistes professionnels, donc pour moi, on était, j'aime bien dire en interview depuis toujours. Pour moi, on était Madonna ou prof. Il n'y avait pas de gens comme moi ou comme certains de mes potes. Et du coup, je m'étais dit, je serai prof de langue à l'international. Comme ça me permettra de voyager et de rencontrer des gens. Et puis après, je m'étais dit, en fait, quand même, la culture, c'est pas mal, l'art. Donc, je ferai un LEA puis un master. Et du coup, ça me permettra d'organiser des festivités à l'international. De faire genre des séries mania ailleurs quoi. Et je m'étais dit ce sera trop bien parce que du coup je serais au contact d'artistes et dans la culture et tout ça et ça me permettrait de voyager, ce serait super. Et puis voilà, et puis la vie a fait que du coup j'ai eu la chance de pouvoir devenir artiste professionnel, mais c'était pas mon business plan au début, pas du tout.
Et alors la rencontre avec ce milieu artistique justement plus parisien, la télévision, avec évidemment ses impératifs, comment ça s'est passé? Parce que quand on idéalise, quand on apprécie l'art, c'est-à-dire composer, écrire une chanson chez soi, et tout d'un coup on rencontre tout ce milieu professionnel, des attachés de presse, des producteurs, des maisons de disques, des annonceurs, comment on arrive à faire la gestion de tout ça quand on est encore une jeune fille? En fait, j'ai tout appris d'un coup. C'est-à-dire que j'ai découvert la télévision, les attachés de presse, les producteurs, les managers, les salles de concert, le public, la scène, les labels, tout en même temps. Et c'est dans un second temps que je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'écrire des chansons. J'ai pas envie de chanter que les chansons des gens, parce que j'ai vu des gens faire des chansons et je me suis dit, mais le process, c'est génial. Je veux ressentir ça. Je veux traverser ce processus-là. Ça m'intéresse trop. Donc... j'ai pas eu le truc de j'écris des chansons et d'un coup je découvre un milieu. C'est que j'ai vraiment tout découvert d'un coup, donc je me suis sentie très privilégiée. C'était quand même en 2008-2009, premier casting de La Nouvelle Star 2008, et mon premier album en 2010. J'avais 16 ans, 17 ans je crois quand l'album est sorti, et donc voilà, 2010, MeToo n'était pas encore passé par là, on parlait pas du tout de racisme ordinaire, on parlait pas de misogynie, on parlait pas d'écologie, on parlait pas de grand-chose, de ces sujets-là aujourd'hui qui sont centraux. Et puis voilà, j'étais entourée d'hommes qui avaient entre 30 et 50 ans, majoritairement. Les seules femmes qu'il y avait, c'était des femmes qui faisaient de la prod dans des bureaux ou certaines attachées de presse. J'avais aucune conscience même du fait d'être entourée que de mecs. Donc voilà, et donc c'était un environnement. J'ai eu la chance de tomber sur des astres pour une grande partie des gens avec lesquels j'ai passé mon temps et avec lesquels j'ai appris une grosse partie de mon travail et de mes différents métiers. Donc ça, c'était formidable parce que vraiment j'ai été bénie. Et à côté de ça, j'étais dans ce milieu qui est un milieu très violent, très dur, très misogyne, très raciste, très voilà. Et du coup, qu'il était particulièrement, en tout cas à cette époque-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un peu des garde-fous qui font que ça l'est un peu moins, on va pas se mentir, on a quand même avancé, même s'il y a encore du boulot. Mais du coup, j'avais pas du tout conscience de ça. C'est-à-dire que je voyais mes amis de gauche qui m'ont éduquée, qui m'ont politisée alors que j'avais 16 ans, qui m'ont transmis toute ma culture musicale, mon éducation en fait. J'avais 16 ans, donc c'était vraiment la fin de ma construction en tant que personne. Et enfin, même si on se construit toute la vie, mais vraiment le cerveau, pour aller jusqu'au cerveau adulte, jusqu'à 18-20 ans, où vraiment le cerveau se construit, quoi. Et en fait, c'était au contact de ces gens-là que du coup... j'ai appris tout ça et ces amis-là étaient en fait estomaqués de voir la simplicité avec laquelle justement ce que je ne percevais pas comme du racisme, comme de la misogynie, comme des attaques, comme de l'islamophobie, alors que j'étais même pas musulmane pratiquante, mais bon, etc. En fait, tout ça, je l'ai perçu bien plus tard parce qu'à l'époque, j'en avais aucune conscience et tout ce que je recevais, eux étaient estomaqués de voir la simplicité avec laquelle ça glissait sur moi parce que j'en avais pas conscience, donc je répondais vraiment ailleurs. Et du coup, ils étaient hyper troublés. Ils me disaient, mais comment tu fais pour répondre comme ça? Et en fait, je savais pas de quoi ils parlaient. Je disais, je sais pas, pour moi, c'est simple. On me pose une question, je réponds, voilà. Et avec le temps, en travaillant sur moi, en regardant aussi, parce que j'ai un projet d'écriture, et du coup, j'ai dû me plonger dans beaucoup d'archives. Et en fait, en revoyant tout ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? La violence de ce que j'ai traversé sans en avoir aucune conscience, et la violence de certaines choses que j'ai subies, la violence de choses que j'ai reçues. Après, il y en a que j'ai reçues de manière très consciente aussi, enfin en étant aussi très consciente, mais il y a quand même tout un pan, peut-être les 5-6 premières années de ma vie adulte et professionnelle, quoi, avec des trucs mais surréalistes qui passeraient. En plus, alors comme quoi on avance, parce que j'arrive quand même à me dire, il y a certaines choses que je vois qui existent encore de l'époque, sur des interviews, des passages télé, radio, machin, où je me dis, mais aujourd'hui ça serait impensable. Oui, d'ailleurs ça ressort assez régulièrement quand on voit des vieilles interviews de Lio ou tout ça, et les questions qu'on pouvait lui poser à l'époque, ou les premières interviews de Vanessa Paradis, toutes les femmes en fait. Toutes les femmes en plateau, qui passaient en plateau, ça ressort pas si régulièrement, ça ressort régulièrement en effet, mais ça ressort pas. Enfin, c'est vraiment des échantillons. En fait, je suis assez étonnée d'ailleurs de voir que ça ressort si peu.
je suis assez étonnée de me dire, une fois tous les trimestres, on a un cas qui sort comme ça, avec un type qui dit non, mais c'était une époque, et puis pouf, on passe à autre chose. Alors qu'on a toutes vécu ça, toutes, sans exception aucune. Toutes et tous même parfois, toutes et beaucoup de mecs aussi. Et je suis assez épatée de me dire, je veux pas du tout invisibiliser, il y a des travaux de journalistes, de sociologues qui se penchent dessus, mais je suis étonnée que ça fasse pas plus de bruit. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas une horde de sociologues, de journalistes, de médias qui prennent le dossier, les médias ces 20 dernières années, et qui épluchent et qui disent alors voilà, ça c'était normal, ça c'était normal, ça c'était normal, ça c'était normal. Je suis assez étonnée de ça, justement. Alors là, je me fais l'avocat je connais pas mal de journalistes qui bossent sur ces sujets-là. Oui, c'est pour ça que je dis je veux pas les invisibiliser. Depuis simplement, longtemps. Je suis étonnée que ça prenne pas autant de place. Simplement, là où ça l'espace médiatique. complète totalement ce que vous dites, c'est que les rédactions ne laissent pas ces articles sortir parce qu'on dit non, mais là, les gens, ils ont besoin de penser à autre chose, etc. Oui, attendons. Et donc, il y a vraiment beaucoup de décideurs qui musellent encore énormément ces affaires. J'entends, mais en 2026, on est décideur tout court. On n'a pas besoin d'une rédaction pour sortir, pour dénoncer les choses. On a des téléphones, donc je veux dire. Après, oui, je peux comprendre évidemment que les journalistes aient envie d'être payés par des personnes pour le travail qu'ils et elles font, et c'est tout à fait normal, et je les comprends et je les soutiens là-dedans. Parce que le travail de journaliste est vraiment pas fastoche à ce niveau-là, comme bien des métiers dans nos industries, malheureusement. Mais en fait, concrètement, il y a aussi un devoir, en fait. Et du coup, je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une structure à penser, même au sein de l'État, je ne sais pas, pour pouvoir justement avoir une plateforme, rémunérer les personnes qui font ce travail-là, puisque apparemment, c'est pas un truc qui est pris en charge tant que ça, publiquement et de manière populaire à ce jour. Pour pouvoir à la fois rémunérer les personnes qui font ce travail-là et en même temps mettre en lumière ce qui a été considéré comme complètement normal jusqu'à il y a encore très peu de temps. Et a posteriori, Camélia, est-ce que cette candeur, ce fait de ne pas se rendre compte forcément de la violence et des discriminations que vous avez subies à l'époque, est-ce que pour vous, vous considérez ça comme une force, ou si jamais la Camélia d'aujourd'hui pouvait retourner voir la Camélia d'hier, est-ce que vous feriez les choses un petit peu autrement ? Non, je ferais tout pareil. Vraiment tout pareil. Les mêmes erreurs, les mêmes silences, les mêmes rires aux mauvaises blagues. Je ferais tout pareil. Parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, que j'aime beaucoup la personne que je suis aujourd'hui. Et en plus de ça, parce que c'est aussi parce que j'avais cette candeur-là que j'ai pu traverser tout ça. Parce que je pense que si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui, en me mangeant ce que je me suis mangé à l'époque, je pense que ma santé mentale serait absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que j'aurais arrêté, en fait. Vu le nombre de fois où j'ai voulu arrêter malgré cette candeur-là et grâce à cette inconscience, en parallèle de cette inconscience-là, je pense que si j'avais été consciente de tout, j'aurais pas bien fini, j'aurais fait autre chose, c'est certain. Il y a eu des moments où vous avez voulu arrêter ? Ah bah oui, tout le temps. Et pourquoi ? Parce que quand on voit votre carrière, Oui. on peut être qu'admiratif de tout ce que vous avez mis en place à la fois au niveau musical et puis surtout dans l'émergence de votre personnalité réelle, c'est-à-dire au fil des albums, on sent une identité qui s'affirme, on sent des textes, des choix musicaux, et même au cinéma, il y a une comédienne avec une singularité qui est apparue. Merci. Donc tout d'un coup, c'est salutaire d'entendre dire que même cette personne-là peut dire, il y a eu des moments, j'ai envie d'arrêter. Et donc, c'est quoi ces moments où vous avez eu cette phase de doute ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord le fait que on perçoit comme ça un truc qui s'affirme avec le temps et tout ça. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et donc, à 16 ans, déjà, j'avais la chance de savoir ce que je voulais pas. Je savais pas ce que je voulais, mais déjà, je savais ce que je voulais pas, ce qui était déjà beaucoup. Et puis, forcément, j'ai 33 ans, donc c'est vrai que comme j'ai la chance d'avoir commencé gamine, on se dit que j'ai de l'expérience, etc. Ça fait quand même 17 ans que je suis dans vos télés, vos radios et vos téléphones et tout ça. Mais en fait, l'air de rien, je suis encore très jeune. Donc je me dis qu'en effet, c'est une grande chance d'avoir pu commencer si tôt, d'avoir une nature très curieuse et donc d'avoir pu apprendre
très tôt plein de choses, observer plein de métiers différents, m'en nourrir et me dire oh là là mais j'ai envie d'apprendre ça, et de pouvoir aujourd'hui proposer quelque chose d'assez complet en étant artiste indépendante, en étant ma propre productrice à 100%, et du coup en étant certaine et en contrôle de chaque millimètre de ce que je communique dans mon travail en tant que musicienne comme en tant qu'actrice, mais quand même beaucoup plus en tant que musicienne. Et ça, c'est une première chose. Et puis la seconde chose, c'est que la question, franchement, sincèrement, c'est pas pour faire... la question, c'est plutôt quand est-ce que je n'ai pas voulu arrêter. Non, mais vraiment, enfin, c'est le plus beau métier du monde, le métier d'artiste. Mais on vit une époque qui est très difficile. Comme vous disiez, les personnes qui décident des choses... Faut se l'évader. Bah, y en a qui sont extraordinaires, qui sont à des postes formidables et qui sont des alliés. Et puis, comme vous disiez, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc faut pouvoir trouver les bons alliés aussi. Parce que le fait de pas avoir ma langue dans ma poche, mais d'être là depuis des années, bah, ça fait qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment pas et que ça saoule. Parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir plein de casquettes. Donc, une semaine, ils me voient arriver avec un podcast. La semaine d'après, ils me voient avec une chanson. La semaine d'après, ils me voient avec un clip. La semaine d'après, ils me voient avec une série. Le mois d'après, ils me voient avec un film. Le mois d'après, ils me voient jury dans un festival. Donc, en fait... Et puis, même si c'est des cibles, c'est horrible ce terme, c'est des publics différents à chaque fois quand je passe d'un projet à l'autre. Mais les personnes des médias, c'est leur travail de voir ce que je fais. Donc ils me voient, eux, à chaque fois, même si le public ne voit pas, sauf les doudous qui me suivent et qui connaissent mon travail et qui suivent chaque étape et tout. Mais sinon, le public varie en fonction de la plateforme et de l'espace auquel on s'adresse. Or, voilà, les personnes décideuses, c'est des personnes qui, elles, voient chacun des espaces. Et donc, même si je ne m'adresse pas forcément à elles, c'est leur travail de savoir ce que je fais, même si elles ne m'aiment pas. Donc, en fait, ces personnes-là, elles ne m'aiment pas et elles me voient toute l'année popper, ce qui doit être insupportable, par ailleurs, parce que je me dis... Enfin, moi, je le vois avec des artistes que j'aime pas du tout, où je me dis, oh là là, encore. Et alors, c'est des artistes qui font qu'une chose. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est là toute l'année en train de revenir devant votre visage, là, comme ça, avec un nouveau truc, et j'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi ça, ça doit être insupportable. Donc, c'est encore plus irritant, je veux dire. Mais bref, je me suis perdue dans ma réponse. Tout ça pour dire que non, c'est un métier magnifique. C'est le plus beau métier du monde à mes yeux, le métier d'artiste. Je ne sais pas faire d'autres choses parce que je ne sais pas comment les gens qui ne s'expriment pas de cette manière-là survivent. Et je suis très admirative parce que moi, c'est mon seul... c'est ma manière de respirer pleinement avec mes deux poumons dans le monde dans lequel on vit. Je suis incapable de survivre dans ce monde sans ça. Plus le temps passe et plus je m'isole avec les anges de mes cercles proches et je passe ma vie entre la campagne avec mes amis, ma maison, mon appart à Paris et les studios, les plateaux, etc. Mais en fait, autre chose que ces espaces-là où je sais face à qui je parle et la nature, je suis incapable de traverser ces endroits-là sans avoir des montées d'angoisse et des trucs. Donc en fait, je me protège et je reste tranquillement dans mes bulles dans lesquelles je me sens en sécurité et safe et accompagnée de gens doux et bienveillants, en me tenant informée évidemment de ce qui se passe dans le monde et des avis que je ne partage pas évidemment, parce que c'est important, on ne peut pas s'entourer que de gens avec lesquels on est d'accord. Mais pour autant, ces moments-là font que j'arrive à tenir dans cette vie-là, parce que même si c'est un métier extraordinaire et que j'insiste, c'est vraiment le plus beau métier du monde et que pour rien au monde je pourrais faire autre chose, ou alors si, aller vivre dans la nature, bosser avec des animaux ou de la terre, ou voilà, mais une autre configuration avec d'autres humains, je pourrais pas, je vous le dis sincèrement, j'adore les humains, mais c'est trop risqué pour moi, l'interaction, voilà, plus que ces cadres-là de ma vie. Du coup, non, c'est indépendamment de ça, en dehors de ça, c'est quand même un métier hyper violent. C'est un métier dans lequel, moi, tous les jours, je sais pas vous, mais moi, tous les jours de ma vie, je me fais insulter. Moi, tous les jours de ma vie, je me fais menacer. Moi, tous les jours de ma vie, il y a quelqu'un qui a à dire sur ce à quoi je ressemble, sur mon apparence. Moi, tous les jours de ma vie, il y a quelqu'un qui va insulter mes ancêtres. Moi, tous les jours de ma vie, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose d'extrêmement violent sur mon identité. Et je vous dis quelqu'un, c'est par dizaines, tous les jours, quotidiennement.
depuis 17 ans. Donc, c'est pas... J'ai évidemment, par chance, très tôt appris à vraiment faire en sorte que ça ne compte pas, mais c'est un travail de faire en sorte que ça ne compte pas. Et du coup, ce qui me coûte le plus, c'est d'accepter que des milliers, si ce n'est des millions en fonction des périodes, et de ce qu'ont décidé les médias à l'instant T avec mon nom et ma tête, que des milliers, voire des millions de personnes croient que je suis une chose que je ne suis pas. Ça, c'est dur pour moi. Qu'on me critique, qu'on dise elle est mal habillée, elle parle mal, elle a refait son nez, elle sait pas parler, je m'en fous vraiment. Voire même, quand c'est drôle, j'adore, parce que vraiment, il y a des trucs très drôles où je me dis, ah, c'est dommage que tu mettes de l'énergie là-dedans, parce que vraiment, on pourrait être potes, quoi. Parce qu'il y a des vannes vraiment extraordinaires. Vraiment, pour le coup, les haters, parfois, sont très inventifs. Leur dites pas ça! Ah si, non, mais j'adore, moi, ça me fait rire. Avec mes potes, des fois, on se marre. Je me suis dit, il faudrait que j'invente un format que je partage sur les réseaux où avec mes potes on lit les critiques, parce que vraiment des fois on part mais en fou rire, il y a des pépites, vraiment il y a des pépites. Mais à côté de ça, ça je m'en fous, mais quand il y a des gens qui croient ce que des médias relaient sur qui je suis et ce que je pense de l'être humain, ça pour moi c'est n'importe quoi. Et ça aussi, c'est hyper dur, parce que du coup, il y a des milliers, des millions de personnes qui sont genre « Ah oui, cette meuf-là qui dit ça des femmes, qui dit ça des blancs, qui dit ça des hommes, qui dit ça de Catherine Deneuve, qui dit ça de Jane Birkin, qui dit... » Et des trucs, et je suis là, mais ça va pas. Et puis en plus, moi, j'ai mis des années à me dire « Bon, c'est important les réseaux. Bon, c'est important de répondre aux gens. Bon, c'est important de... » Et puis après, je me dis « Non, je vais pas répondre, je m'abaisse pas à ce niveau. » Bah oui, mais du coup, les gens y croient. Oui, oui. Et en fait, c'est toujours ce truc de se dire « Mais... est-ce qu'il faut que je réponde à ça? Est-ce qu'il faut que je réponde à ça ?» Parce que je vous dis la vérité, vous regardez Twitter ou ce que vous voulez, j'ai de quoi faire des polémiques de manière hebdomadaire. Mais vraiment, si je réponds à chaque truc, il y a mais des vrais sujets en plus, hein. Pas la couleur de mon pantalon. Enfin, vraiment des trucs où on va me dire, elle a parlé de ci, elle a parlé de ça, elle a réagi comme ça veut dire ci, ça veut dire ça, et vas-y qu'elle parle de... Je pourrais quotidiennement être dans les médias et parler, et répondre et trucs. Et voilà. Et il y a un moment, du coup, il faut lâcher prise. Et pour moi, le plus difficile, c'est quand ça touche à mon travail. C'est-à-dire que des états dépressifs et des dépressions, j'en ai fait un paquet. Des burn-out, j'en ai fait un paquet. Et concrètement, c'est des choses qui sont parfaitement liées au choix de vie que j'ai fait, en fait. Et au rythme de vie que je mène et à l'exposition que j'accepte pour pouvoir survivre en traversant ce monde, en faisant la seule chose que je peux faire pour traverser ce monde en restant un peu saine d'esprit, à savoir être artiste, créer et diffuser ce que je crée, parce que c'est ma manière de vivre. Donc c'est ces moments où la création devient le refuge et la protection Toto. Je ne peux pas faire autrement. Et puis, en fait... c'est un métier magnifique, mais c'est un métier très difficile. Oui. C'est très difficile de... Parce qu'en plus, on est au carrefour d'un travail personnel où on doit apporter des idées, on doit être force de proposition artistique, et en même temps, on est aussi tributaire du désir des autres. Donc, c'est une solitude qui doit tout le temps se confronter au regard du public, mais aussi au regard du métier. Il y a le regard des médias, il y a le regard du public, il y a le regard des personnes qui réalisent, il y a le regard des producteurs, il y a le regard des distributeurs qui financent, féminin, masculin pour tout ça évidemment. Il y a le regard des maisons de disques, il y a le regard... Et en fait, tous ces désirs-là font que presque vous avez le droit de vous exprimer ou non, artistiquement j'entends. Et donc, vous pouvez faire votre œuvre préférée de tout votre parcours. Si les médias ont décidé que ça les intéressait pas, ça les intéresse pas, et le public saura même pas que cette œuvre elle existe. Oui, il y a comme une sorte de juge, de gardien du temple qui dit bah voilà, vous y avez droit, non. Et c'est aléatoire en fait. Vous pouvez pas décider. Moi, il y a des gens qui aujourd'hui disent ah bah ça y est, elle se rappelle qu'elle est algérienne. Ah bah ça y est, elle se rappelle qu'elle est maghrébine. Ah bah ça y est, elle se rappelle qu'elle est amazigh. Ah bah ça y est, l'Algérie est à la mode. Alors moi déjà, j'aimerais bien savoir où est-ce que l'Algérie est à la mode.
Si c'est le cas, j'en suis ravie, mais il faut me donner 2-3 adresses du coup, parce que j'irai de bon cœur du coup. Mais par ailleurs, rien que ça, c'est hyper violent dans l'absolu. Moi, mon premier casting à la Nouvelle Star, André Manoukian me dit « Il y avait quoi dans votre biberon ?» Et je réponds « Du couscous ». J'ai 16 ans. Je ne sais pas comment être plus claire. Mon album le moins écouté, qui m'a coûté le plus en santé, physique et mentale, en énergie, en temps, en amour de mon métier, en investissement, en combat, en douleur, en tout. C'est mon 3e album, il s'appelle Lost. Celui pour lequel j'ai eu la chance de gagner la victoire du meilleur album de musique du monde. C'est un album dans lequel je chante en français, anglais et darija, arabe algérien. C'est un album qui n'a pas existé. Le jour de sa sortie, l'appel qui m'a crevé le cœur. Mon père m'appelle et me dit « J'ai voulu aller acheter ton album, je ne l'ai pas trouvé. » Et moi-même, le jour de la sortie de l'album, je suis allée à la Fnac des Ternes, ce qui est ce qu'on fait quand on est signé en France, à Paris, parce que c'est la grosse Fnac parisienne dans le 17e, etc. L'album n'y était pas. Parce que le projet n'a pas été travaillé. Et c'était le jour de la sortie de mon album. Il existe 4000 exemplaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un collector, le truc. Ils ont fait un collector malgré eux, les gars. Donc, pour vous dire... Et pourtant, donc cet album, il est sorti en 2018. J'ai commencé à travailler dessus en 2014. Il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, parce qu'on tolère, grâce au réseau, sur les radios c'est encore autre chose, à la télé c'est encore autre chose, de plus en plus, petit à petit, on fait des petits pas et on est content, on avance. L'arabe est toléré, à nouveau, un petit peu, à gauche, à droite, dans les musiques, mais depuis 1, 2, 3 soleils et jusqu'à 2001, l'arabe, on n'en entend pas à la radio, à la télé, etc. Donc, le fait que ça y est, ça revienne, des gens se disent « Ah, ça y est, elle se rappelle qu'elle est algérienne. » Mais non, mais en fait, ça fait plus de 10 ans que je chante en darija. Simplement, ça n'était pas relayé. Oui, les décideurs avaient décidé de ne pas mettre la lumière là-dessus. Et c'est leur choix et c'est leur pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, qui, moi, me coûte énormément. Ce que je veux dire, c'est que du coup, se dire qu'il y a des milliers de personnes qui pensent que... En fait, à un moment, il faut apprendre à lâcher prise. Mais il y a forcément tout un temps où ça nous bouffe parce qu'on se dit, putain, mais ça fait 15 ans, ça fait plus de 10 ans que je chante en arabe, que je mets mon héritage à l'honneur, que j'en parle, que je parle de l'histoire de la France, que je parle de l'histoire de l'Algérie, que j'ai envie de célébrer ma double culture. Et il y a des gens, alors peut-être parce que c'est un sujet trop douloureux pour eux, je sais pas, juste parce qu'eux ne sont pas en accord avec eux-mêmes sur ça, ou peut-être que juste ça les dérange, parce qu'ils se disent « elle me représente mal », alors qu'à aucun moment mon intention est de les représenter. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est des choses qui viennent toucher à ma propre identité aussi. Et donc, vu ce que moi je mets dans mon travail, je peux que accepter que du coup ça touche les gens qui se sentent concernés par les sujets que j'aborde, mais de voir que ça leur fait mal au point d'avoir besoin de mettre des commentaires pourris ou d'essayer de lancer des polémiques avec des médias, des trucs, je suis là, mais... Donc, bref, tout ça pour dire que on n'est pas en Iran, on n'est pas à Gaza, ça va la vie. Grâce aux cieux, on n'est pas en guerre ici, sur le sol français. Pour autant, ça reste... et on n'est pas non plus à travailler... voilà, j'ai la chance, comme je vous dis, de faire... le métier de mes rêves, et ça c'est un privilège immense. J'ai la chance de faire un métier duquel je vis bien, vraiment, je gagne bien ma vie, je suis privilégiée, je peux faire profiter les gens autour de moi, je suis heureuse de dépenser mon argent pour moi, pour les gens que j'aime, enfin vraiment ça va la vie. Mais c'est vrai qu'en termes de santé mentale, c'est un travail qui est très difficile et qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de lâcher prise. Donc c'est un métier en effet que j'ai failli arrêter un paquet de fois. Je ne sais même pas combien de fois je me suis retrouvée dans le bureau de mon avocate en pleurs, en lui disant « tu récupères mes contrats, j'arrête ». C'est incalculable. Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre père qui avait cherché à acheter cet album, parce que s'endurcir et réussir à affronter tout ça, vous l'avez très bien expliqué, mais pour les proches qui, eux, voient ça d'un peu plus loin, comment ils ont vécu aussi toutes ces polémiques qui peuvent survenir ou ce genre de choses? Oh bah, ils étaient trop fiers de moi. C'est des Algériens. Hein. Non, ils étaient trop fiers. Ils me disaient c'est super, continue, c'est génial, on s'en fout. On s'en fout et on les emmerde, les gens
décident de ne pas comprendre ce que tu dis et qui choisissent de toute façon, et ils ont complètement raison. C'est simple. En fait, il y a une phrase, il faut absolument que je retrouve l'auteur de cette phrase. Il y a une citation que j'adore qui dit « Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas ». Donc c'est pas grave s'il y a des fachos qui décident qui veulent pas écouter ma musique ou qui veulent pas aller voir mes films, c'est ok. Partons du principe que c'est des gens qui peuvent s'énerver juste pour un point médian. Par exemple. Donc voilà, les jours en i, ça les énerve. Donc ok. Oui, voilà. C'est ok. Et on a parlé beaucoup de musique, mais le cinéma, là, c'est encore un autre milieu. Ouais. C'est un autre milieu, c'est d'autres producteurs, c'est d'autres, c'est une autre hiérarchie des pouvoirs. Oui. Donc, comment s'est passée cette rencontre avec le cinéma ? Mais déjà, j'ai été bénie parce que je suis tombée sur un grand agent qui s'appelle Laurent Grégoire, que j'ai rencontré quand j'avais 16-17 ans, parce que 17-18 plutôt. J'avais dit à mon manager de l'époque, bon, en fait, si les rêves se réalisent, vu que je devenais musicienne professionnelle à ce moment-là, je dis, bon, si les rêves se réalisent, en fait, j'en ai un autre sur la liste, j'aimerais être comédienne, comment on fait ? Donc il m'a dit, tu rencontres un agent, tu vas avoir des noms, des oui, des non. Donc je rencontre Laurent qui me dit, très intelligemment, là, tu es en train de vivre quelque chose de dingue, c'est ta première tournée, tu découvres ton métier de musicienne, pars sur la route, et quand tu as fini ta première tournée, tu viens et on commence à travailler. Ce que j'ai fait. Et quand je suis revenue auprès de lui, il m'a dit, voilà, Élise Fécamp, qui était mon assistante quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, maintenant elle est passée agente, elle s'occupe des jeunes talents de l'agence, est-ce que tu voudrais travailler avec elle ? Je lui ai dit, évidemment, avec plaisir. Et donc Élise, c'est mon agente d'amour adorée, avec qui j'ai commencé, avec qui j'espère finir ma vie, vraiment, et avec qui je travaillerai toute ma vie, je l'espère, tant qu'elle voudra bien de moi, qui est une alliée, justement, j'évoquais les alliés. Et qui est voilà, une femme extraordinaire, tout à fait d'une humilité formidable, qui a un regard sur les choses et qui est soutenante, qui est d'une intelligence qui me fait beaucoup de bien et qui est très drôle en plus, et ça c'est vachement bien, et qui est disponible. Enfin voilà, vraiment, je sais que j'ai énormément de chance, parce que je peux vous dire que mes amis comédiens et comédiennes, c'est pas comme ça qu'ils parlent de leur agent et de leur agente. Donc je me sens vraiment aussi très chanceuse à cet endroit-là. Et voilà, et puis du coup, nous voilà partis vers des castings, et comme mon manager me l'avait dit à l'époque, j'ai eu des noms, puis encore des noms, puis des oui, puis des noms, puis des oui, puis des noms. Et ça s'est fait de manière... voilà, pendant 2-3 ans, j'ai passé plein de castings, je faisais des seconds rôles dans des films français, et puis il y a eu Le Brio qui est arrivé, qui était mon premier rôle dans un gros film français, avec Pathé qui soutenait, réalisé par Yvan Attal, aux côtés de Daniel Auteuil, et puis... le film était très réussi, donc ça a eu un succès magnifique, un très gros soutien de Pathé en plus, donc une très belle mise en avant. Le succès était au rendez-vous, le public aussi. Et du coup, voilà, ça a mis un gros coup de projecteur sur ce que je proposais en tant que comédienne. Et puis jouer avec Daniel, c'était quand même un plaisir fou. Et puis ça fait bien jouer quand on joue avec des gens très doués aussi, quand même, ça aide beaucoup. En plus de la mise en scène d'Yvan et de la direction d'acteur, qui lui-même est acteur, donc quand il dirige, il se rend pas compte, mais il joue lui-même, donc en fait, il y a qu'à apprendre un peu de ce qu'il propose. Et du coup... voilà, il y a eu le César derrière, et c'est vrai que le César, c'est comme une clé qui ouvre une porte à laquelle on n'a pas accès tant qu'on n'a pas passé un peu cette porte, quoi. Ou alors on peut la passer sans César, mais ça prend un peu plus de temps. Et j'ai eu cette chance-là, du coup, d'avoir finalement accès plus vite à des rôles auxquels j'avais pas accès avant, qui étaient simplement des rôles de femmes et pas forcément des rôles de femmes maghrébines, d'avoir accès à des castings internationaux, et puis au fur et à mesure d'avoir des petits rôles internationaux, du coup des marchés pour avoir de plus en plus de rôles plus importants dans l'industrie française, et puis enfin dans le paysage du cinéma français et des séries françaises. Et du coup, avec ce petit package-là, faire des petits, comment on appelle ça, des bandes démos pour les envoyer à des agents internationaux, pour pouvoir rencontrer des agents, pour pouvoir rentrer dans des agences, puis passer des castings, puis pouvoir avoir des rôles dans des projets inter, etc., etc. Donc c'est vraiment de la construction, un peu comme en musique, on dit du développement. Dans l'acting, c'est pareil. Simplement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vrai que la musique, ça fait rêver... parce que c'est là, enfin c'est organique, quoi, c'est voilà. Mais j'ai l'impression que le cinéma, ça fait encore plus rêver. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est plus vite, plus international. Je sais pas. Mais
Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui fait beaucoup rêver parce qu'il y a quelque chose. Voilà, je sais. Là, il y a le je pense glamour que- aussi des stars. Oui, il y a le glamour, en fait, c'est ça. Glamour. Il y a le truc du glamour, en fait, dans le cinéma. Là où la musique, il y a un truc un peu où on est plus dans le style et dans voilà et du coup, c'est vrai que le glamour du cinéma, ça fait tout de suite plus beaucoup rêver, on va dire. Et il y a ça, mais en fait, ça reste aussi quand même une industrie dans laquelle il y a beaucoup de travail. Parfois, c'est hyper roots. Il y a plein de gens qui sont pas bien payés du tout. Les femmes restent moins payées que les hommes. C'est extrêmement hiérarchique. C'est quand même des enjeux de pouvoir, beaucoup d'argent en jeu, des décideurs et des décideuses qui choisissent des choix qui rassurent les portefeuilles, comme dans toutes les industries. Et voilà. Mais à côté de ça, c'est quand même des industries qui repose sur de la création. Et la création, elle se fait par des auteurs, des autrices, des castings, des réals, des équipes techniques. Et toutes ces personnes-là sont quand même des lutins complètement allumés qui vont accepter d'aller passer 6 mois de je sais pas où, enfermés tous ensemble sans se connaître, ou parce qu'ils se connaissent depuis des années, en abandonnant leur quotidien, ou alors en n'ayant jamais de quotidien, parce que c'est ça le choix de vie, juste par plaisir et par conviction pour raconter une histoire à laquelle ils tiennent parce que ça défend des valeurs auxquelles ils et elles tiennent. Donc voilà, c'est quand même des illuminés, quoi. Et c'est trop beau, cette énergie-là d'une équipe qui va cohabiter pendant 1 mois et demi, 2 mois, à tout faire rentrer et tout le monde se bat pour le film, pour que le projet existe et qu'on gagne le plus de temps, pour que ça soit réalisable et que ça prenne vie et que voilà, qu'on puisse dire ce message-là aux gens. Et ça, je trouve ça trop beau, quoi. Et de la même manière que vous avez décidé de prendre les choses en main pour pas forcément se contenter de chanter les chansons des autres, mais chanter vos textes et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, dans un coin de votre tête, il y a l'idée peut-être d'écrire un film pour vous, mais avec votre voix et votre grammaire narrative et même idéologique? Oui, c'est en cours et il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. J'ai la chance d'être en écriture pour un film produit par une femme que j'admire tellement, extraordinaire, qui s'appelle Anne-Dominique Toussaint, qui est une productrice que vraiment j'aime énormément. Et d'ailleurs, la blagounette, c'est que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu la chance de présider le jury des formats courts. Et l'une des séries qui était en compétition a reçu un prix. Elle s'appelait Elle Sardine et elle était réalisée et coécrite donc, par Zulika Tahar, en coécriture avec Kauter, mais Benadia. Mais voilà, Zulika, moi j'ai tellement eu un crush pour. Je la connaissais pas, hein, je l'ai découverte avec Elle Sardine ici il y a 1 an avec Sérimania, via Sérimania. Et en fait, on écrit plein de projets ensemble depuis. Elle est sur 1, 2, 3 films sur lesquels je travaille. Je sais que c'est devenu une amie et c'est une alliée et c'est une femme avec qui j'adore travailler, avec qui j'adore écrire. Et donc, donc merci Sérimania, du coup, quand même, déjà. Et oui, évidemment, la grande curieuse que je suis, en fait, en étant sur les plateaux en tant qu'actrice, il y a un moment où je me suis dit, putain, mais t'as quand même un avis sur tout le temps, sans pour autant le partager, mais chacun des choix qui est fait sur un plateau, si tu vois le ou la réal qui choisit de raconter ça comme ça, alors que dans le scénario c'est ça, et que quand vous en avez parlé c'était ça qu'il voulait dire, et que là elle dit qu'elle veut le filmer comme ça, et que toi tu dis bah non, du coup si tu veux dire ça il faut plutôt le faire comme ça, sauf que c'est pas ton film, donc à un moment fais ton film et arrête de te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Quand t'es actrice, t'as ta casquette d'actrice, tu es objet, tu peux émettre des avis, tu peux proposer des choses, mais en fait le final cut c'est la personne qui réalise et qui soutient ce projet généralement depuis 2, 3, 4 ans. Et du coup, oui, ça m'a encouragée à mettre en place les choses pour apprendre à faire. Donc là, j'ai des projets en cours qui, je l'espère, vont en partie m'apprendre à faire du film. Ouais. Et il y a un projet aussi dont j'aimerais parler parce que je trouvais ça génial. C'est cet album que vous avez fait avec vos amis Amel Bent et Vita, Soror. Et ça, c'est. Mais non, mais en fait, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais. Oui, t'es genre, what? Non, mais oui, parce qu'en fait, d'habitude, il y a toujours une idée de. C'est un peu Highlander, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un chanteur ou une chanteuse.
Et là, tout d'un coup, vous avez plié le game en disant bah oui, mais nous, en fait, on s'entend bien, on est à peu près de la même génération et on peut chanter ensemble et sortir un album ensemble. Ouais. Et je trouve que c'était une sorte de doigt d'honneur à bah non, on s'oppose pas. En fait, on peut bosser ensemble, que j'ai trouvé hyper positif. Donc, comment est né le projet et comment vous avez réussi à l'imposer comme ça? Ça a été très naturel. En fait, on travaillait avec les mêmes équipes. On avait la même équipe de coprod, donc on se croisait très régulièrement dans les bureaux. Et puis c'était un endroit où il y avait des canapés, il y avait toujours des discussions qui prenaient des heures et des heures. Et puis les artistes qui passaient prenaient part aux conversations des projets des autres, etc. Et puis moi, j'ai grandi. On est de la même génération. On a peut-être 10 ans d'écart, une dizaine d'années d'écart avec Vita et Amel. Donc moi, j'ai grandi avec elle. Amel, comme je le disais, pour moi, c'était la première autorisation d'une femme algérienne que je voyais à l'image en train de chanter comme une ouf, acclamée par le public. Je me disais, waouh, ok, en fait, on a le droit, on peut, il y a moyen. Et Vita, pareil, quoi. J'ai grandi avec elle. Je connais évidemment toutes ses chansons. Quand j'étais gamine, tous ses clips avec mes cousines sur Énergie 12 et toutes les chaînes de clips, etc. Et donc déjà, le fait de me retrouver à les croiser, à être copine et tout, c'était trop joyeux. Et puis à chaque fois qu'on se croise les unes les autres, il y a quand même un truc qui est vrai, qui est que quand on croise des artistes, on a leur musique en tête. Et donc parfois, sans s'en rendre compte, chacune chantait la chanson de l'autre. Et en fait, c'est dingue d'avoir Vita ou Amel Bent en train de chanter une de tes chansons. Oui. Ou moi-même, je me rendais pas compte, ou je le faisais de mon cœur et j'étais en mode ah non, mais quand tu fais cette vibe sur tel truc, ah, c'est trop bien et tout machin. Et puis en fait, ça a été une volonté, une proposition des prods avec lesquels on bossait qui disaient mais vous voulez pas faire un album ensemble? On a la chance d'avoir des talents réunis qui se kiffent et vous aimez chacune les chansons des unes et des autres. Faisons un truc où vous chantez les chansons des unes et des autres et vous faites des petites créations interludes juste musicales pures. La première question qui s'est posée, c'est ok, mais on l'appelle comment? Et moi j'ai dit Soror dans le groupe et tout le monde était en mode oh non, c'est dégueulasse comme mot. J'étais en mode j'avoue, c'est dur comme mot, Soror, enfin c'est horreur, bon. Et ils ont tous fait des propositions éclatées et tout le long j'étais en mode alors moi vivante vraiment jamais. Et j'étais trop contente parce que je l'ai pas vu venir, mais à la fin c'est Soror qui a gagné et tout le monde était en mode bon je crois que le moins pire c'est Soror quoi. Et j'étais trop contente parce que du coup on a sorti un album avec nos 3 grosses têtes en train de chanter nos chansons et l'album s'appelait Soror et j'étais là genre sororité mes belles. J'étais trop fière, je me suis dit mais oui en fait ça suffit les conneries, évidemment qu'on peut arrêter de penser que c'est toujours l'une ou l'autre, l'une et pas l'autre, l'une à la place de l'autre, c'est n'importe quoi. On est tous ensemble, c'est pas parce que l'une remplit ses tournées que l'autre non, c'est pas parce qu'une vend des disques que l'autre non, faut arrêter ce délire et donc c'est important de montrer à une époque où la sororité est un sujet que voilà, nous, notre manière de nous exprimer, c'est en musique. Donc, on va montrer en musique que la sororité aussi, c'est possible. Et on va montrer aux femmes entre elles, on va montrer aux femmes qu'elles peuvent être sorores entre elles. Et on va montrer à l'industrie qu'on peut être sorores entre nous et que ça sert à rien d'essayer de nous mettre nous monter les unes contre les autres. Et dire aux mecs, ça sert à rien. Regardez, on est unis et on gagne ensemble et on prend plaisir à créer ensemble et c'est la teuf. Et on va revenir sur la question de l'engagement, Camélia, parce que c'est une période 2026 en France, on va pas se mentir, qui est compliquée. Oh, je vois pas pourquoi. On est en période d'élection, il y a beaucoup de rapports clivants. Vous avez fait la procuration? Moi, mon maire a été élu au premier tour. Voilà, c'est une alliance écolo, communiste, ah ouais, la 69%. Wow. Donc voilà, drop the mic. Ciao les nazes. Voilà. Alors là, évidemment, je sais que je vais recevoir plein de mails des droitards qui vont dire comment ça, c'est une catastrophe pour votre ville. Laissez-moi vivre ma catastrophe tranquille. Voilà. Et évidemment, quand on a parlé de tous ces films, de toutes ces œuvres qui, pour certaines, valorisaient une idée de vivre ensemble, une idée de la représentation, une idée de la tolérance, j'ai l'impression que sur ces 5-10 dernières années, il y a eu une sorte d'embranchement qui désormais, où il y a des publics qui ne se parlent plus. Ouais. Est-ce que artistiquement, que ce soit au cinéma ou en musique, la femme engagée que vous êtes le ressent également? Oh, je préférerais. Ça va comme réponse? Ça dépend, parce que parfois, il y a vraiment des propositions où je suis là genre... Moi, vraiment? Moi, pour raconter cette histoire-là?
Mais vous l'avez lu, votre scénario, ou pas, du coup? Parce que, bon. Ce que je trouve assez rassurant, en même temps, et tout aussi rassurant que surprenant. Mais oui, évidemment, il y a des bulles qui ne se croisent pas. Et c'est bien comme ça. Parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire, en fait, comme dans la vie, quoi. Je sais pas, si vous croisiez un militant du Rassemblement national là, pas sûr que vous alliez prendre un café pour vous raconter vos vies, quoi. Des fois, je suis obligé de manger avec eux parce qu'ils sont dans ma famille. Ah. Mais donc, vous savez ce que c'est, donc vous l'évitez quand vous avez le choix, quoi. Ben oui. Quand on a des enfants, on est obligé des fois de partager la table. Ah ouais. Mais non, là, c'est... Il y a... Malheureusement ou heureusement, honnêtement, je sais pas. Parce qu'à la fois, du coup, ça protège et en même temps, ça divise. Donc, je sais pas. Moi, je préfère toujours quand les gens se parlent, pour être honnête. Je dis en rigolant, je préférerais, mais c'est pas vrai parce que moi, je trouve ça dommage quand les gens se parlent pas. Après, il y a des gens qui sont quand même à un niveau de conneries et qui sont tellement pas éduqués sur le monde dans lequel on vit que... Je préfère ne pas avoir à échanger avec ces personnes parce que je me dis waouh, en fait je sais même pas quoi te dire parce que il faudrait que je t'explique des choses, ça va me mettre dans une position de moralisatrice que j'ai pas envie de faire, ce que j'ai pas envie d'être, et puis surtout j'ai l'impression que tu t'en fous et moi ça m'intéresse pas de t'éduquer, je suis pas ta mère, je suis pas payée pour ça, enfin vraiment non. Et en même temps je me dis mais cette personne, peut-être qu'il y a personne qui lui a expliqué jusqu'à maintenant, donc ce serait bien que quelqu'un puisse lui dire bah regarde il y a peut-être ça. Peut-être qu'elle s'en foutrait, peut-être qu'elle sait déjà et qu'elle veut pas. Je sais pas. En tout cas, je préfère toujours quand il y a du dialogue. Je trouve ça quand même plus rassurant quand les gens se parlent, même s'ils sont pas d'accord. On n'est pas obligé d'être copains. Oui, c'est comme dans un couple. C'est-à-dire que quand on se parle plus du tout, qu'on n'a même plus la force de s'engueuler, c'est vraiment que c'est fini, quoi. Moi, je trouve que si on s'engueule beaucoup, c'est déjà pas bon signe. Hein. Oui. Non. Je sais pas. Hein. Non, parce que je trouve que l'indifférence, des fois, c'est encore pire que l'écrit. Bah, l'indifférence qui dure, c'est non, l'indifférence qui dure, c'est chiant. Mais je veux dire, moi, je trouve ça cool en couple de pouvoir se lâcher la grappe un peu de temps en temps, non? Oui, mais l'indifférence, c'est pas se lâcher la grappe 3-4 jours. Oh, c'est bien aussi 3-4 jours. Hein. Oui, mais là, je parle l'indifférence, c'est 3, 4, 30 ans, des fois. Où les gens disent avec qui je vis? Ah oui, lui, là. Non, ça, c'est chaud. Ouais. Mais non, mais c'est clair que s'il n'y a pas de joie à échanger avec la personne avec qui on est... Non, moi, franchement, s'il y a des embrouilles, c'est non. La flemme. Non, mais c'est vrai, j'ai la chance d'aimer la personne que je deviens et j'ai la chance d'adorer la vie que je me suis construite depuis 17 ans. Donc non, tout est chouette dans ma vie. J'ai des amis extraordinaires, j'ai un appartement que j'adore. Je travaille extrêmement dur tous les jours de ma vie depuis 17 ans pour pouvoir m'offrir cet endroit. J'ai des adresses de restaurants avec des gens trop gentils qui cuisinent des choses trop bien que j'adore. J'ai le plus beau petit fan pour chienne dans ma vie. Et mes amis sont formidables. Ma famille sont des gens fous alliés qui sont extraordinaires. S'il y a quelqu'un avec qui je partage ma vie, c'est du bonus, quoi. Si c'est pour se prendre la tête, vraiment, c'est non. Alors, des petites embrouilles, oui, forcément, parce que le couple, c'est du travail, mais des embrouilles, souvent, non, fais autre chose. Fais des chansons à la place, quoi. Et justement, pour les chansons, j'aimerais terminer avec Que ma peau. Oui. Chanson formidable, avec un clip pareil, au diapason. Et la question que je me suis posée en écoutant cette chanson, c'est que ça préfigure un album dans la même tonalité ou non? Peut-être. Voilà, parce que vraiment, je me suis dit, là... on tient quelque chose. Oui, là, on tient quelque chose. Peut-être que à Sérimania, je vais réussir à lui soutirer une information. C'est carrément le premier extrait de mon prochain album. D'accord, ok. Mais c'est simplement qu'avec mes équipes, on s'est dit que ça servait un peu à rien de parler d'un album parce que comme c'est dans longtemps... et que en tant qu'artiste indépendante, comme je disais, je suis ma propre productrice, j'ai toute une nouvelle équipe de chouchous, d'alliés formidables qui m'accompagnent, qui sont patients et qui sont très investis et très engagés sur mon projet, qui sont là par choix et que j'ai eu la chance de pouvoir choisir moi aussi. On s'est tous choisis en fait, tous et toutes. Et du coup, on a envie de s'autoriser à prendre le temps de construire quelque chose avant de sortir l'album, vu qu'on a envie
de raconter une nouvelle ère, de raconter une nouvelle histoire dans une nouvelle ère. Et pour ça, du coup, je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne à prendre le temps, ce qui n'est pas ma qualité première. Ma lune en bélier a tendance à me pousser au cul pour toujours foncer, tête baissée, mettre les choses en place. Ce que j'apprends à vraiment savoir faire en plus. Donc quand on sait faire, c'est très frustrant de se dire non, mais du coup, je peux le faire là en 5 jours. Pourquoi tu veux que je mette 3 mois ? Juste pour vous rassurer, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je sais que je peux le faire. Mais je me rends compte que, non, en fait, il y a peut-être quelques avantages à prendre son temps. Ça m'ennuie. Je ne vais pas vous mentir, je m'ennuie à des moments. Mais j'accepte. Parce que je me rends compte que déjà, c'est plus approprié pour les gens qui m'entourent et qui me font le cadeau de m'accompagner. Aussi parce que moi-même, j'en tire profit en fait de ce temps-là. Voilà. Et ma petite prière à moi, c'est le bon et le juste. Coucou. Ma petite prière à moi, c'est le bon et le juste. Et du coup, je me dis, voilà, le temps qui est écrit. Donc le temps est écrit, donc je m'y fie et je l'accepte humblement. Donc voilà, mais oui, Que ma peau, c'est le premier extrait de mon prochain album et je sors une nouvelle chanson aussi très bientôt, fin avril, je ne vous en dirai pas plus. Et je peux juste vous dire que je sors plein de musique et plein d'images avant la sortie de cet album-là. Et il y a le clip. Et il y a le clip. Le clip de Que ma peau, où vous êtes très très bien accompagné. Ouais, j'ai eu tellement de chance. J'ai rêvé de pouvoir unir un casting de rêve nord-africaine rêvé. Et elles m'ont toutes fait le cadeau d'accepter. Il y en a même qui ont accepté et qui finalement ne pouvaient pas être là pour cause de planning et voilà, de logistique relou. Mais chaque femme que j'ai eue au téléphone, à laquelle j'ai chanté la chanson et à laquelle j'ai expliqué le projet, m'a dit mais c'est trop bien, je veux trop, oui évidemment, avec plaisir, merci. Et donc ça m'a bouleversée. La première que j'ai appelée, c'est Sabrina Ouadani, et j'ai pleuré quand elle m'a dit oui, parce que je me suis dit genre ça va vraiment exister. J'étais rien de parler, j'ai des frissons. Vraiment, ça me bouleverse cette sororité-là. Rachida Brakni également. Toutes, Rachida Brakni, Sabrina Ouazani, Lina Swalem, Nedra Yadi qui était là hier, Rachida qui était là aussi hier. Sonia Faïdi, Auria, Amel Bent, justement, Dindara Dindandoum, qui j'oublie, il y en a tellement, Sonia Faïdi, Sonia Labidi, Kautar Benania, la déesse qui a réalisé, entre autres, Les Filles d'Olpha, La Voix de Inrajab et plein de films extraordinaires. Myriam Boukadida, qui est une comédienne magnifique, tunisienne aussi. Enfin voilà, plein de femmes que j'admire, en fait, tout simplement, que j'admire et qui m'inspirent. Sans parler donc de celles qui n'ont pas pu être là, mais j'ai encore quelques petites idées en tête. Et ouais, non, c'était un rêve éveillé, et c'était bouleversant de voir toutes ces femmes réunies aussi pendant le casting et de les voir ensemble. Il y a aussi des femmes de ma famille, du coup, il y a ma mère, ma tante qui est ma deuxième maman, 2 de mes cousines germaines. Enfin voilà, c'était énormément de travail et c'était un moment béni. Cette expérience, c'était extraordinaire, vraiment. Eh ben, un moment béni, un moment extraordinaire, c'est ce que je ressens là, après une heure passée en votre compagnie, Camélia Jordana. C'était partagé. Merci d'avoir évoqué tous ces sujets dans Spin-off, et merci à toute l'équipe du festival Sérimania de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'occasion de se rencontrer et de pouvoir échanger. Et je vous invite évidemment à profiter de l'ensemble du festival et à toutes les festivités que la ville de Lille et Sérimania vous ont préparées. Bonne journée à vous. Merci encore. Journée.